Salut à tous, nouvelle vidéo autour de l'iPad Pro M1 que j'utilise depuis presque 2 semaines maintenant. Alors il y a pas mal de nouveautés, une nouvelle puce, un écran absolument incroyable, une caméra intelligente et même quelques surprises. Bref, est-ce qu'il faut sauter le pas pour cette version 2021? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Bon, évidemment, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la puce M1, la même qu'on retrouve sur les Mac récents. Apple nous annonce plus 50% sur la partie CPU et GPU, ce qu'on retrouve dans Geekbench. Regardez, c'est plutôt pas mal. Sur la partie GPU, on est même presque à du 100%, donc c'est plutôt cool. Ça nous offre vraiment beaucoup de puissance, un potentiel dans ce petit iPad Pro. Là, on est un peu en dessous quand même des Mac M1, c'est normal, il n'y a pas de ventilation active là-dedans. On n'est pas si ridicule, regardez, au niveau de l'iPad Air qui a été renouvelé récemment, donc ça reste une option intéressante, je trouve, face à l'iPad Pro. Allez voir notre petit test. Par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pleins en nous disant, bah oui, c'est vrai que par rapport à la 2018, il n'y a pas de gain vraiment visible, et c'est vrai, regardez, je vous ai fait des exports par exemple avec iMovie, c'est assez kiff-kiff, c'est pas beaucoup plus fluide non plus dans la timeline, pourtant là je vous ai mis de la 4K HDR avec image dans l'image, avec des effets. Franchement, j'ai pas vu de grande différence au montage. Les lancements de jeu, là aussi pas de différence, mais c'est beaucoup lié à la vitesse du disque. Alors, dans la compression de fichiers, là j'ai réussi à gagner quelques secondes sur un fichier de 260 mégas, donc c'est plutôt pas mal, mais il faut vraiment aller chercher aujourd'hui voilà, tous ces petits tests pour gagner quelques petites secondes, tout ça pour dire que les anciennes iPad Pro ne sont pas du tout ridicules, donc ça vaut pas le coup de changer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gain immédiat sur ce modèle au quotidien. Alors j'ai vu pas mal de youtubeurs et de testeurs qui disaient oui, mais toute cette puissance en fait ça sert à rien puisqu'il n'y a pas les logiciels adaptés, voilà, autant prendre un ancien iPad. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, on a toujours besoin de puissance, ne serait-ce que pour mettre à jour la tablette. Ici vous allez acheter une tablette qui va être mise à jour plus longtemps, donc ça c'est toujours intéressant, même à la revente, même pour la durabilité. Vous avez aussi des jeux qui sont de plus en plus gourmands, ils sont peut-être pas encore sortis maintenant, mais d'ici quelques années ce sera le cas. Vous avez toutes les applications créatives, LumaFusion, Procreate, on a toujours besoin de plus de puissance, de plus de mémoire. D'ailleurs regardez, je vous donne un exemple concret, sous Procreate on peut doubler quasiment le nombre de calques disponibles pour vos projets. Et regardez, c'est pas rien, par exemple en 3000 par 3000, là on passe de 55 à 89, c'est quasiment le double. Donc si vous avez des gros projets sous Procreate qui étaient limités par le nombre de calques, maintenant ça va se débloquer, tout ça parce qu'on a plus de mémoire, on a plus de puissance. Donc tous ceux qui vous disent non, la puissance ça sert à rien, c'est totalement faux, on a toujours besoin de puissance. Vaut mieux en avoir trop et en avoir sous la pédale, au moins pour les prochaines années, que d'arriver trop vite aux limites. Alors l'autre grosse nouveauté, c'est qu'on a 8 à 16 Go de RAM comme dans les Mac M1, ça c'est vraiment pas mal. Alors ça varie en fonction de la capacité, c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est beaucoup mieux que les 6 Go qu'on avait en 2020. Par contre, chaque application peut prendre que 5 gigaoctets. Alors peut-être que ça va changer, peut-être qu'Apple nous prépare quelque chose d'un petit peu plus multitâche, mais en tout cas dans du monotage, c'est vrai que c'est pas forcément utile. C'est quand même utile si vous switchez d'application, par exemple entre LumaFusion et Photoshop, ça vous évite de relancer l'application à chaque fois, s'ils en prennent par exemple 5 Go chacun, c'est quand même assez pratique. Et puis une autre option qui est intéressante du côté de la mémoire, c'est les 2 Teraoctets de stockage interne. Alors peut-être pour la plupart des gens, voilà, vous allez nous dire c'est beaucoup trop, mais en fait si vous faites par exemple du montage vidéo, vous pouvez monter que sur le disque interne, donc si vous avez des très gros projets, c'est quand même utile de pouvoir monter à 2 Tera. Ce qui serait bien, c'est que Apple baisse un petit peu les prix, parce que là, quand même, la différence de prix est assez énorme. Alors c'est amusant, j'étais en train de vous faire cette vidéo, puis je parlais des specs un petit peu physiques, puis je me disais, mais quand même, là-dessous, en fait, on a exactement la même chose que dans un MacBook Air. On peut mettre 2 Tera de stockage, on peut mettre 16 Go de RAM, on a la puce M1, finalement, on a exactement le même hardware, on a même des petites choses en plus, on a l'écran tactile, on peut mettre des claviers, des souris. Finalement, il manquerait pas grand chose pour mettre macOS, pour profiter aussi de toutes les applis de macOS. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, c'est quelque chose que je pourrais voir arriver, une machine un petit peu hybride comme ça, vous la branchez à votre écran externe et elle se transforme en macOS. On en reparlera un petit peu juste après, mais moi je trouve que ça pourrait être tout à fait intéressant. En tout cas, maintenant, c'est possible. Alors, on a déjà parlé 100 fois des usages de l'iPad. Je pense qu'il faut plus démontrer l'utilité de cette tablette qui est extrêmement polyvalente. Alors, c'est vrai que le but premier d'une tablette, c'est quand même de prendre des notes, voilà, de prendre le petit stylet, de faire de l'illustration. D'ailleurs, on a fait pas mal de reportages avec les illustrateurs. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, toutes nos vidéos. Alors, depuis la génération précédente, il y a aussi beaucoup de logiciels qui sont arrivés, notamment Photoshop, là, qui est en version quasiment finale. Alors, il manque beaucoup de choses, mais quand même, Adobe met les moyens. Il y a presque, voilà, une bonne partie maintenant de la suite qui arrive. On a aussi tout le volet ludique. Voilà, c'est une super machine de jeu. Vous pouvez aussi brancher vos manettes maintenant de PS5 dessus, faire tourner des jeux très récents, très exigeants, avec des hautes résolutions. C'est aussi très agréable pour regarder des films, pour faire des présentations, par exemple. Maintenant, on a même du HDR. Voilà, on va en reparler juste après. Voilà, bon, c'est un écran 4 tiers, c'est pas fait pour ça, il y a les petits haut-parleurs à côté, mais regardez, il y a quand même maintenant du Dolby Atmos, donc ça c'est absolument incroyable sur une tablette. Tout ça pour dire qu'on est monté quand même à un certain niveau maintenant, qui fait que cette tablette est la plus polyvalente du marché. C'est même presque plus polyvalent qu'un Mac, finalement, si on prend toutes les possibilités liées au stylet. Alors un usage qui est de plus en plus courant sur cette tablette, c'est de faire de la bureautique, de frapper au clavier, d'utiliser la souris. D'ailleurs, on a toute la suite Office qui est disponible, qui se met à jour là, qui est vraiment dans une version quasi complète. Alors quasi parce qu'il
qu'il manque toujours des trucs. Par exemple, sous Excel, il nous manque les macros. Je trouve que la gestion de la souris est pas forcément terrible. Il n'y a pas forcément non plus toutes les fonctions partout, mais globalement, ça marche. On peut quand même travailler là-dessus. Et je pense qu'il y a assez de gens qui travaillent complètement sur un iPad maintenant pour arrêter le débat Mac ou iPad. Mais ça n'empêche pas de se poser la question. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'il faut que j'achète un iPad Pro pour, par exemple, quand je suis étudiant, pour taper au clavier? Alors pour moi, la vraie question, c'est est-ce que vous utilisez ceci, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez le stylet pour prendre des notes, pour faire des croquis, pour dessiner? Est-ce que vous utilisez vraiment le tactile? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir toutes ces fonctionnalités ou pas? Si c'est juste pour faire de la bureautique, à mon avis, il vaut mieux utiliser un MacBook Air. D'ailleurs, allez voir la petite vidéo qu'on vous a fait sur les derniers MacBook Air M1, puisque ici, vous avez quand même des applications qui sont moins complètes, vous avez moins d'applications aussi, et c'est aussi un peu moins confortable. Vous voyez, ça bouge un peu, voilà, le clavier n'est pas totalement complet, et puis ça coûte plus cher aussi, sauf à prendre un iPad 8, effectivement, et un clavier pas trop cher. Mais en tout cas, la vraie question, c'est celle des usages et pas tellement des capacités de la tablette, puisque ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment une machine à tout faire. Alors vous le savez, avec l'iPad Pro, moi j'aime bien donner la parole à des gens qui l'utilisent vraiment, et aujourd'hui j'ai choisi une youtubeuse, voilà, qui est assez connue, qui s'appelle Megan, qui est étudiante en droit, qui a la chaîne Word of Advice. Je vous mettrai le petit lien dans la description, et elle l'utilise pour absolument tout. Alors voilà, je vais pas parler à sa place. Megan, c'est à toi. Dis-nous ce que tu fais avec ton iPad Pro, et écoutez bien, c'est assez intéressant. Hello, effectivement, pour ma part, j'ai préféré choisir un petit iPad Pro plutôt qu'un MacBook. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je m'étais rendu compte que j'avais un iPhone depuis plusieurs années et qu'il n'avait jamais planté, alors que mon MacBook que j'avais depuis 3 ans était devenu extrêmement lent. Il y avait beaucoup de mal à ouvrir les applications, enfin je les voyais qui sautaient en bas de l'écran, ça m'exaspérait. Et du coup je me suis dit c'est dommage qu'on n'ait pas la performance d'un iPhone pour justement un MacBook, et c'est là que je me suis tournée du coup sur l'iPad Pro qui est juste ici, et c'est absolument sans regret. C'est-à-dire que je n'utilise que lui, je n'ai absolument pas d'autre ordinateur avec moi. Voilà, c'est mon outil de travail, c'est ce que je prends pour noter mes cours en tant qu'étudiante, c'est aussi ce que j'ai pour mon travail en tant que journaliste, pour faire mes vidéos YouTube, je fais tout mon montage dessus, je fais toutes les miniatures dessus, enfin vraiment je m'en sers au quotidien. De toute façon je n'ai pas autre chose, donc il a intérêt à tenir la route, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'en suis hyper contente avec ces petits claviers, la Logitech qui est vraiment top. Donc voilà, c'est vraiment mon outil de tous les jours. Il est léger, il est performant, ça va faire 2 ans que je l'ai, il ne m'a jamais lâché. Des fois je le pousse vraiment et pour le moment je n'ai toujours pas trouvé ses limites, que ce soit dans le montage vidéo, il ne m'a jamais planté, alors que des fois je peux enchaîner les rushs en 4K avec différentes pistes, différents effets. Le rendu se fait instantanément, enfin c'est vraiment un outil ultra pratique et très performant. Après moi c'est parce que j'en ai une utilisation professionnelle, encore une fois. J'imagine bien que pour des personnes qui te regardent qui seraient plutôt étudiantes, je pense que l'iPad Air suffirait amplement. Voilà, si par contre vous voulez vraiment avoir quelque chose de très performant qui pourrait clairement remplacer votre ordinateur, même dans le cas du montage vidéo ou de la retouche de photos, je vous conseille à 100% l'iPad Pro. Je suis une convaincue depuis 2 ans et j'ai commandé le M1 tout simplement parce que je voulais voir justement où est-ce qu'on pouvait aller avec une puce M1 à l'intérieur, jusqu'à où je pouvais encore le pousser, et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Tu m'avais aussi demandé concernant les limites, et bien pour le moment je n'en ai toujours pas trouvé, même en étant en télétravail à 100%, même en ayant suivi mes cours totalement en distanciel, il a toujours suivi, il a toujours tenu le coup, peu importe les logiciels que je pouvais mettre dessus, les Zoom, les Teams, ce genre de choses, voilà, ça fonctionne parfaitement. La seule toute petite limite que je pourrais lui trouver, c'est le fait que je ne puisse pas jouer au Sims 4 dessus. Voilà, je te l'avais dit, c'est mon seul regret si je puis dire, c'est voilà, pour certains jeux vidéo, malheureusement c'est pas disponible sur l'iPad Pro, donc vous êtes obligé d'avoir un ordinateur, donc je ne peux pas jouer au Sims 4, mais pour tout le reste ça reste une bombe atomique et c'est sans regret. Alors justement, quand on veut travailler énormément sur son iPad Pro, on a souvent besoin quand même d'un clavier, puisque malgré tout on a besoin de taper sur la tablette. Alors pas de nouveauté cette année, il y a toujours le Magic Keyboard d'Apple, toujours le petit stylet, ce sont exactement les mêmes, sauf qu'on a cette magnifique couleur blanche que je trouve très réussie, qui n'a pas trop noirci pour l'instant en 2 semaines. Mais par contre il y a aussi Logitech qui a sorti son Combo Touch, je vous ai fait toute une vidéo, tout un test, donc n'hésitez pas, je vous le remets en fiche ici, d'aller voir, puisqu'il coûte moins cher, il a des fonctionnalités supplémentaires, un trackpad un petit peu plus grand, donc voilà, ça peut être une bonne alternative quand même à celui d'Apple. Alors la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de cet écran Liquid Retina XDR. Donc voilà, derrière cette appellation en fait se cache une technologie qui s'appelle le mini LED. Alors les mini LED, c'est quoi? C'est un petit peu entre l'OLED de l'iPhone 12 et puis le LED classique, le rétroéclairage qu'on a sur les iPad Pro de génération précédente. En fait, ça va permettre d'allumer des toutes petites zones pour avoir des noirs très profonds. Par exemple, quand la zone va s'éteindre, elle va s'éteindre totalement, donc vous aurez un noir complètement noir, contrairement à avant où c'était un petit peu grisonnant. Donc si on a 2500 zones, donc c'est mieux qu'avant, c'est moins bien que si on avait chaque
chaque petit pixel qui pouvait s'éteindre, mais vous avez vraiment un contraste énorme, hein. Apple nous dit 1 million pour 1, ce qui est assez fabuleux. Alors il y en a qui sont pleins aussi d'un effet voilà, qui est lié un petit peu au mini LED, c'est le blooming, on a aussi ça sur l'écran XDR d'Apple, c'est-à-dire quand vous avez des halos de lumière comme ça autour des zones blanches quand vous êtes sur du noir très profond. Alors ça se voit effectivement à la caméra, on arrive un petit peu, regardez si vous voyez ici, mais en vrai à l'œil nu assez peu, sauf dans des cas vraiment extrêmes. Donc moi je trouve qu'Apple a fait un vrai très bon travail hein, sur cet écran. Moi j'ai vraiment hâte que ça arrive sur tout le reste de la gamme et pas seulement sur cette version 12,9 pouces. Alors l'autre grosse nouveauté c'est l'arrivée du HDR sur cet écran, donc d'avoir des très grosses différences de luminosité. Là ça monte jusqu'à 1600 nits en crête et même 600 nits hein, quand vous mettez l'écran à fond, donc toute la dalle entière. Alors pour que ça marche, pour vraiment voir la différence, il faut des contenus spéciaux, donc HDR. Et là vous avez vraiment l'impression par exemple que le soleil, que tout ce qui est éblouissant en fait vous saute aux yeux. Alors ça c'est très difficile de décrire comme ça à la caméra, mais je vous garantis qu'à voir c'est absolument impressionnant. Et surtout l'intérêt de faire ça sur un iPad Pro, c'est qu'on peut éditer son contenu. Par exemple si vous enregistrez des choses avec votre iPhone 12 ici en HDR, vous pouvez donc l'éditer, c'est la première fois qu'on peut le faire sur un iPad. Alors c'est utile donc pour les photographes, pour les vidéastes, pour ceux qui veulent simplement voir des contenus, par exemple sur Apple TV+, vous en avez en HDR, donc ça peut être assez intéressant. C'est dommage que ça n'arrive pas sur le 11 pouces. Et puis un autre petit point aussi, c'est que voilà, ça rend l'iPad un petit peu plus épais, donc sur certains accessoires qui étaient vraiment d'une épaisseur très limitée, ça peut poser des problèmes de compatibilité. Alors une nouvelle fonction que j'adore, c'est la caméra frontale qui a été totalement revue. On passe sur du 12 mégapixels et surtout c'est un ultra grand angle. Regardez, on peut toujours basculer hein, sur un angle normal, mais on peut le monter à 120 degrés, donc vraiment très large. Et surtout Apple s'est amusé, ils ont mis un petit peu d'IA autour. Et regardez, ils vous ont fait une fonction qui s'appelle cadre centré. En fait, ça permet de se recadrer tout le temps sur l'utilisateur. Alors c'est un petit peu moins rapide que quand il avait fait pour les démos, mais regardez, même si je me cache un peu, si je me mets sur le côté, il se recadre assez facilement, donc vraiment très efficace. Alors ça va arriver dans Zoom, dans Teams, enfin dans toutes les applications de visio, il y en a déjà qui ont été mises à jour pendant que je fais cette vidéo. Le seul bémol de ce capteur, je trouve, c'est qu'il est un petit peu moins lumineux, donc dès que vous êtes en basse lumière, voilà, l'image elle est un peu plus cracra, il y a un peu plus de bruit numérique, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même bien trouvé de la part d'Apple. Alors sur la partie dorsale, le bloc optique ne bouge pas, ça c'est un petit peu dommage cette année, j'aurais bien aimé par exemple qu'ils ajoutent de la stabilisation optique, ça aurait été cool, mais c'est vrai que le capteur est suffisant pour un usage, je dirais, d'entreprise, hein. La plupart du temps on s'en sert pour faire des petites photos, pour scanner des documents. On a toujours le lidar, allez voir la petite vidéo qu'on vous a fait avec Belinda, là aussi, bon, je sais pas s'il y a une vraie utilité, je sais qu'il y a des applications qui sont développées autour de ça, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément primordial comme usage. Et puis il y a un truc assez amusant que je voulais vous montrer avec ce capteur principal, c'est qu'il est macro. En fait, si vous le mettez très près, par exemple là d'un bracelet de montre, ben, c'est beaucoup plus efficace, c'est une fonction qu'on n'a pas sur l'iPhone, donc voilà, ça peut être utile si vous voulez faire un petit zoom en macro. Alors une des grosses nouveautés, c'est l'arrivée du Thunderbolt, et ça a été beaucoup minimisé, mais pour moi c'est extrêmement important. En fait, le Thunderbolt, ça va quadrupler les débits, donc en fait vous pouvez brancher par exemple vos écrans, vos cartes SD, vos SSD, vos docks, sans perdre en débit, sans que la bande passante soit partagée, donc ça c'est absolument fabuleux. Alors évidemment Apple nous a dit oui, ça marche avec l'écran 6K à pleine résolution. Alors il y en a qui ont branché ça, qui sont gossés là-devant. En fait bon, brancher cet écran 6K, vous voyez, avec les deux bandes sur les côtés, ça sert pas à grand chose, c'est même un peu ridicule là, en multi-fenêtre, dans Photoshop et tout, on profite pas du tout de la surface, mais en fait ça sert vraiment à pouvoir brancher plein de choses. Par exemple moi je l'ai branché sur l'IGPU, regardez ici, ça reconnaît le clavier, la souris, tout ce qui est branché dessus comme un dock. En fait évidemment ça accélère pas hein, la partie graphique, mais on peut se dire voilà, on peut connecter quand même plein de choses, on pourrait en faire une station de travail. Finalement on arrive juste avec son iPad au bureau, il manque plus que macOS, finalement il manque plus que le software pour prendre tout ça en charge et vraiment gérer tous les périphériques. Mais en tout cas le Thunderbolt sur cet iPad M1, je trouve que c'est vraiment du pain béni. Alors un mot sur la 5G qui est proposée par Apple en option, c'est une des nouveautés hein, de cette année d'ailleurs, qui facturait quand même assez cher. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je trouve pas, hein. Vous partagez votre connexion de l'iPhone en général, ça suffit largement, mais bon voilà, si vous voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez prendre cette option. Même si c'est pas encore très développé, on vous a fait un reportage, hein, on gagne quand même pas mal en débit, en latence aussi, donc voilà, la 5G c'est quand même l'avenir, donc c'est très bien qu'ils le mettent maintenant sur cet iPad. Moi je dirais ce qui est plus important ici, c'est plutôt le Wi-Fi 6, là aussi on vous a fait un petit test hein, quand c'est sorti, ça permet de gagner quand même pas mal de débit, de stabilité aussi, nous on l'utilise beaucoup au bureau maintenant, c'est quand même beaucoup plus stable que le Wi-Fi 5, donc voilà, en fait un iPad Pro qui est vraiment au top en termes de connectivité, c'est ça qu'on lui demande finalement. Alors je voulais quand même vous parler un peu de l'autonomie que je trouve toujours pas terrible sur cet iPad Pro. Moi je la recharge au moins une fois par jour et en fait je la laisse brancher puisqu'elle met beaucoup de temps à se charger. On met quasiment 4 heures à la charger à 100%. En 30 minutes vous mettez 10-15% contre 50% sur l'iPhone, donc on n'a pas de charge rapide. On a aussi un petit chargeur de 20 watts qui est quand même pas énorme. Voilà, moi je trouve que l'autonomie déjà est moyenne. Je vous ai fait des petits tests là par exemple en lecture vidéo HDR écran à fond, on tient 5-6 heures, donc c'est pas dingue. Je dirais que la seule bonne nouvelle c'est que l'arrivée de la puce M1 ne change pas grand chose hein. En termes de consommation électrique c'est un petit peu kiff-kiff malgré le mini LED et la puce M1. Donc ça c'est la bonne nouvelle, mais j'aimerais bien qu'Apple bosse un petit peu son sujet, qu'on ait au moins la charge rapide. Alors l'iPad Pro a quand même un gros défaut,
c'est qu'il est très fragile. Regardez le prix des réparations de l'écran, entre 750 et 817 € hein, sans Apple Care. Donc ça, moi je trouve ça vraiment inadmissible, hein. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles il faut bien le protéger. Alors si vous ne voulez pas payer des coûteuses protections d'Apple, certaines marques proposent des modèles tout à fait haut niveau. Et c'est le cas de ESR qui est notre sponsor cette semaine et on les en remercie. Alors spécialisé dans les accessoires depuis plus de 12 ans et comptant déjà plus de 100 millions de clients à travers le monde, la marque propose différentes protections pour la tablette comme ces housses en cuir ou en plastique transparent qui s'adaptent parfaitement aux nouveaux iPad Pro offrant une finition exemplaire, comme ici regardez avec cette petite feutrine qui évite les rayures. À chaque fois un emplacement est prévu pour le stylet et le protège efficacement contrairement au modèle d'Apple. ESR propose également des protections d'écran qui s'installent en quelques secondes et seront évidemment compatibles avec le Pencil. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo, je vous ai mis aussi des petits codes promo. Bon, il est temps de conclure autour de cet iPad Pro 2021 et pour moi c'est vraiment une excellente tablette, elle est puissante, elle a surtout une offre logicielle sans équivalent sur le marché en mode tablette, j'entends évidemment. Cette année, il y a quand même des améliorations assez intéressantes, notamment cet écran. J'espère que ça va arriver sur le reste de la gamme assez vite, parce que c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, si vous avez un iPad Pro 2018-2020, ne changez pas pour cette version, la 5G, la puce M1, la mémoire supplémentaire, ça ne justifie pas, selon moi, encore tout à fait la transition. Par contre, si vous avez un ancien iPad, là, le gap commence à être assez intéressant. Regardez aussi l'iPad Air, qui a quand même une puce assez puissante, qui a quand même une offre assez intéressante pour beaucoup moins cher. Regardez aussi les Mac, voilà, à ce prix-là, vous pouvez aller regarder un petit peu nos vidéos, puisque ça peut être aussi une alternative si vous faites beaucoup de bureautique, je vous l'ai dit. En attendant, moi ce que je pense c'est que Apple va faire évoluer surtout la partie software puisque la partie hardware est vraiment au top avec iPadOS 15 là qui va être présenté en bêta dans quelques jours, donc restez bien sur la chaîne, abonnez-vous pour suivre bien sûr toutes les nouveautés et j'espère qu'ils vont mettre par exemple une meilleure gestion des gestes de toutes ces fenêtres là pour les superposer un petit peu plus efficacement. Aujourd'hui c'est quand même pas très clair tout ça, une meilleure gestion des écrans externes aussi puisque là vous avez vu avec le XDR c'est quand même un petit peu n'importe quoi, des sessions utilisateurs, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien voir arriver. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez sur cet iPad. En tout cas, en termes de hardware, c'est pas mal. En termes de software, peut mieux faire. Mais je dirais que dans l'ensemble, Apple a fait quand même un super boulot avec cet iPad Pro 2021. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible autour de cet iPad Pro M1. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous ai mis aussi tous les liens dans la description. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles. Et nous, on se retrouve très bientôt pour plein de nouveautés autour d'Apple. Ciao, ciao! Aside from my soul.